Bonjour et bienvenue sur le site du podcast Histoire en série, créé et animé par Nicolas Charles et Johan Chanoir. Au programme, une analyse des séries d'hier, d'aujourd'hui et de demain par les spécialistes des questions mobilisées par nos shows préférés. Histoire en série, c'est le podcast qui met en relation histoire, sciences humaines et séries. Bonjour à tous, bienvenue dans Histoire en série. Aujourd'hui, je reçois Élodie Lebeau. Bonjour Élodie. Bonjour Nicolas. Alors Élodie, je vous présente tout d'abord, comme c'est de tradition, dans Histoire en série, vous êtes docteur en histoire de l'art de l'Université de Toulouse 2, Jean Jaurès, comme on dit aujourd'hui, et vous êtes aussi docteur en histoire contemporaine de l'Instituto de Historia Pontificia de la Universidad Católica de Chile. Mon accent espagnol a un peu rouillé depuis la terminale, mais je pense que ça devrait aller. Vous avez aussi vous avez mené une thèse sur l'Odyssée du musée de la solidarité Salvador Allende, 1971-1991, une histoire culturelle transnationale du Chili, de l'unité populaire au retour d'exil. Donc, vous êtes rattaché au grand laboratoire qu'il y a à Toulouse, le FRAMESPA, UMR 5136. Vos recherches portent sur les mouvements de solidarité artistique durant la guerre froide. Dans une perspective d'histoire culturelle transnationale, vous vous intéressez particulièrement à l'iconologie et à la circulation des imaginaires autour des résistances, des révolutions et des fascismes dans la seconde moitié du XXe siècle. Vous intéressez au film et au cinéma et vous êtes notamment l'auteur d'une recension du film Colonia de Florian Gallenberger en 2016 pour la revue Histoire à Politique en ligne en 2017. Donc aujourd'hui, on va mêler séries, on va mêler votre spécialité, histoire de l'art, en parlant d'une série télévisée française, L'Art du crime. Alors, pour commencer, pour celles et ceux, Élodie, qui ne connaîtraient pas la série, peut-être pourriez-vous nous faire à la fois la présentation et le pitch de celle-ci, s'il vous plaît ? Oui, merci beaucoup Nicolas pour cette présentation. Effectivement, aujourd'hui, je vais présenter une série télévisée française, donc L'Art du crime, qui a commencé en 2017, dont le tournage a commencé en 2017, mais qui est aussi en cours aujourd'hui, puisqu'il y a un tournage prévu en mai 2022 pour la saison 6. Donc, il s'agit d'une comédie policière qui met en scène un officier de police. On trouve ensuite dans la série qu'il se trouve qu'il est disartistique, comme le qualifie la psychologue de Florence Chassagne, historienne de l'art. Donc, ce policier, capitaine à l'Office central de lutte contre le trafic des biens culturels, l'OCBC, travaille en collaboration avec donc une historienne de l'art, Florence Chassagne, qui l'aide à mener ses enquêtes en tant qu'experte judiciaire. Donc, l'ensemble des crimes de cette série ont un rapport avec les œuvres d'art, puisque celles-ci livrent des indices sur le profil psychologique des criminels, ouvrent des pistes parfois inattendues qui facilitent en réalité le dénouement du récit et des enquêtes. Donc, l'intrigue, je l'ai dit, c'est une comédie policière. Donc ça, ce qui est intéressant, c'est que ça permet vraiment d'allier en fait une présentation des œuvres, des artistes d'époque qui vont de l'Égypte ptolémaïque jusqu'au XXe siècle. Donc c'est vraiment très large, les intrigues sont assez larges. Et donc, l'intérêt, c'est vraiment donc de présenter une collaboration un peu inattendue, effectivement, entre cette historienne de l'art et ce policier. Donc, il faut noter que ce policier, en réalité, donc, ne connaît rien à l'art, et c'est d'ailleurs tout l'intérêt de la série, parce que ça va permettre vraiment aux scénaristes de amener en fait une présentation de l'histoire de l'art vraiment pédagogique pour le grand public. Et ça, c'est quelque chose de très nouveau dans les séries, notamment françaises, de la télévision. Donc, je l'ai dit en début, c'est une série qui se compose donc de 5 saisons pour le moment, une 6e étant tournage aujourd'hui. Donc, les 2 premières saisons, c'était des épisodes de 50 minutes avec des épisodes des chapitres de 2 épisodes. Et donc, il y avait 6 épisodes en tout sur 3 thématiques différentes donc par saison. Et ensuite, à partir de la saison 3 jusqu'à la saison 5 et 6, ce sont des épisodes de 90 minutes. Et là, il n'y a plus que 2 épisodes par saison.
Voilà, donc là, c'est vraiment le format téléfilm qui a été adopté par donc, les réalisateurs et la production, la société de production, c'est Gaumont Télévision. Vous avez évoqué cette idée très intéressante de parler, de mêler en tout cas dans une série enquête policière et histoire de l'art. Alors, c'est vrai que souvent, on fait appel à des experts dans Histoire en série, à des gens qui connaissent bien la thématique évoquée. Et justement, vous, aujourd'hui, vous avez choisi de présenter cette série-là. Alors, peut-être comme première question, je voulais vous poser comment, en fait, est-ce que est représenté véritablement le métier d'historien, d'historienne de l'art et finalement, peut-être au sens plus large aussi, les différents mondes de l'art à travers la série. Vous avez dit c'est fait de façon très pédagogique. Alors justement, dites-nous-en un peu plus en montrant comment l'art du crime a voulu mettre tout ça en avant. Oui, tout à fait. Alors, c'est une série effectivement qui plonge dans les mondes de l'art en général, puisque, donc, je l'ai dit en introduction, on voit des enquêtes qui sont gérées donc par l'Office central de lutte contre le trafic des biens culturels. Donc, c'est vraiment un service qui est rattaché à la direction centrale de la police judiciaire, la DCPJ. Et qui est doté d'une compétence nationale qui allie à la fois policiers, gendarmes et personnel administratif, et qui est spécialisé donc dans le trafic illégal des biens culturels, notamment la lutte contre la criminalité organisée, les enquêtes de vol et de recel, mais aussi les affaires de faux, les affaires d'escroquerie, tout ce qui touche en fait aux biens culturels, notamment aussi, par exemple, on a pu le voir avec les pillages à Palmyre, mais tout ce qui a trait aussi au pillage de biens archéologiques en provenance donc des zones de conflit. Et donc, à travers ce service, finalement, on va pouvoir aborder des questions rattachées aux œuvres d'art. Donc, par contre, là, effectivement, l'OCBC n'a pas du tout vocation en fait à enquêter sur des crimes. C'est vraiment quelque chose un peu qui a été fantasmé aussi par les scénaristes. Et en fait, la liberté qu'ils ont prise pour vraiment entrer dans ce monde judiciaire est permis donc aussi par cette collaboration avec une historienne de l'art. Donc, l'historienne de l'art, elle est effectivement là pour accompagner donc le capitaine Verlet, qui a un problème avec l'art. Donc, on verra ensuite, quand on parlera du profil psychologique des personnages, pourquoi il a donc ce problème avec l'art. Et donc, c'est une historienne de l'art qui a son bureau au Louvre. Donc, on ne sait pas vraiment ce qu'elle fait au Louvre, si elle est par exemple membre permanente ou associée, professeure à l'école du Louvre, ou si elle est chargée d'études et de recherche. On la voit dans certains épisodes donner des conférences, notamment sur le crime en peinture. Mais donc, tout au long de cette série, on va la voir faire différentes tâches. Et notamment, bien sûr, elle est souvent plongée dans ses bouquins, dans sa grande bibliothèque donc, de son bureau au Louvre. Donc, elle va vraiment, comme tout historien de l'art qui se respecte, faire des recherches autour de la vie et des œuvres, des écrits des artistes également, pour essayer de dénouer l'enquête et de comprendre pourquoi un crime en question, parce que les crimes qui sont présentés sont souvent liés à des crimes passionnels qui ont un rapport avec l'art. On trouve souvent dans cette série des reproductions d'œuvres à côté des corps. Donc, à partir de ces indices, elle va donc élaborer toute une recherche. Elle va travailler sur l'iconographie des œuvres. Qu'est-ce que représente l'œuvre en question? Quel est le sens éventuellement caché? Donc voilà, tous les différents degrés d'interprétation des œuvres qui sont soulevés donc par l'analyse des signes, des symboles, des détails qu'on peut trouver donc dans les tableaux, dans les sculptures, etc. On la voit aussi travailler dans les archives. Alors là, il y a aussi des libertés qui sont prises par les scénaristes parce que, par exemple, dans un épisode consacré à Jérôme Bosch, l'historienne de l'art va sortir des dizaines et des dizaines de cartons des archives. Donc, on ne sait pas vraiment de quelle institution il s'agit, mais je pense qu'il s'agit des archives nationales. Donc, pour faire des recherches autour des actes de vente. On voit aussi des archives, ou en tout cas qui sont évoquées, des inventaires après décès, donc des
tout type d'archives qui permettent aux historiens de l'art de retracer toutes les œuvres qui ont été donc créées par des artistes ou qui ont appartenu à des collections royales, etc., ou à d'autres types de collectionneurs. Ce qui est intéressant, c'est à la fois donc cette immersion un peu dans le travail de l'historienne de l'art à travers toutes ces recherches, mais on peut aussi voir comment finalement elle apporte aussi une forme de dialogue entre sa propre vie, donc là on le verra peut-être davantage dans le dernier point de l'émission, et la vie des artistes. Il y a vraiment une introspection, puisqu'elle a des apparitions de peintres, donc les peintres viennent la voir, les peintres qui sont, ou les sculpteurs, hein, puisqu'il y a aussi des sculpteurs dans la série, viennent la voir pour discuter avec elle, et en fait, bon, c'est des apparitions bien sûr complètement fantasmatiques, mais ça lui permet de résoudre les enquêtes et de la guider dans ses lectures. À part l'historienne de l'art, il y a également des conservateurs qui, donc, bien sûr, accompagnent les chercheurs en histoire de l'art. Donc là, il s'agit notamment d'Hugo Prieur, qui est conservateur au Louvre, qui est l'ex-compagnon de Florence Chassagne, et qui va l'aider à travers donc le laboratoire de conservation du Louvre à procéder donc à l'analyse matérielle des œuvres, par exemple, en utilisant des logiciels pour agrandir, pour rechercher les œuvres, pour analyser la datation, voilà, tous les indices en fait de conservation, de restauration successive, les radiographies aussi qu'on peut faire sur les œuvres pour comprendre toutes les étapes de restauration qu'a souffert l'œuvre d'art. Ensuite, à côté des conservateurs, des historiens de l'art, il y a aussi les marchands d'art. Ce sont des marchands d'art qui sont souvent frauduleux, pour le coup, puisque ce sont souvent eux qui sont engagés dans les crimes et les escroqueries dans la série, notamment les vols de tableaux, ou encore ce sont parfois des marchands d'art qui vont commanditer la création de faux à des faussaires. Donc voilà, un monde de l'art et du marché de l'art qui, pour respecter aussi l'intrigue de la série, est un monde assez frauduleux tout de même. Ensuite, il y a aussi des évocations aux restaurateurs. La série invente un petit peu un atelier de restauration au musée d'Orsay qui n'existe pas. Et il y a également des copistes. Donc là, je pense notamment à l'épisode sur Claude Monet, puisque le copiste va perdre donc sa femme et son beau-frère. Et donc, voilà, on apprend des techniques, en fait des informations aussi sur ce que représente une copie en comparaison à un faux. Donc là, c'est intéressant. Florence Chassagne, donc, dans son travail pédagogique, explique au capitaine Verlet qu'une copie, en fait, ça doit respecter un certain nombre de normes. Ça doit être notamment elle doit avoir une dimension inférieure ou supérieure en taille par rapport à l'œuvre originale. Il doit y avoir une autorisation du musée aussi qui conserve l'œuvre en question pour que cette copie soit faite. Et également, il ne faut pas recopier, donc reproduire la signature de l'artiste. Donc voilà, on voit un peu la différence avec un faux qui, pour le coup, va essayer de respecter complètement l'œuvre originale ou une œuvre qui serait créée pour faire l'illusion d'une œuvre originale d'un artiste particulier. Donc voilà, des petits éléments de connaissance qui sont intégrés dans l'intrigue policière aussi pour nourrir finalement la culture générale des spectateurs.
Vous avez évoqué tout au long du début de l'analyse, en tout cas, Élodie, cette idée très intéressante de reconstitution des œuvres d'art. Alors, il y a aussi un effort de la part de la série de reconstitution des contextes historiques évoqués, hein. Vous avez parlé d'Orsay, donc le 19e siècle, mais aussi le 20e. Et puis, donc, avec le fait que les œuvres d'art, finalement, elles sont expliquées, elles sont reconstituées peut-être sous forme de ce qu'on pourrait peut-être appeler finalement des tableaux vivants animés. Qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus, Élodie? Oui, alors effectivement, il y a un bon travail, je trouve, qui est fait autour de la reconstitution de contextes historiques, donc surtout à partir de la saison 3 où on sent peut-être que le budget alloué a été plus important. Mais dès la saison 2, on trouve effectivement des reconstitutions de tableaux, donc notamment un tableau de Watteau, hein, un peintre du XVIIIe siècle. Donc, on se trouve plongé à l'école des Beaux-Arts de Paris et une professeure des Beaux-Arts invite ses étudiants à reconstituer les tableaux, donc avec des costumes d'époque ou des éléments, hein, du tableau, notamment une barque, là, dans le cadre des fêtes galantes de Watteau. Et voilà, donc elle invite ses étudiants à faire cet exercice pour vraiment comprendre l'ambiance aussi de l'époque en question. Alors, ce qui est intéressant et assez drôle et humoristique, c'est que dans un épisode, Florence Chassagne, l'historienne de l'art, va rêver qu'elle se trouve immergée avec le capitaine Verlet dans une toile de Honoré Fragonard, donc Le Verrou, où effectivement les historiens de l'art ont perçu aussi donc c'est un tableau qui est composé en deux parties, hein. Il y a un couple qui sont donc à droite de la composition, qui tendent la main vers le verrou de la porte. Donc l'homme essaie d'empêcher la femme de partir, de s'enfuir. Et à gauche, il y a donc un lit immense aux couleurs rouges, où on voit en fait l'objet du désir de ces personnages, avec notamment des représentations éventuellement d'une poitrine féminine, d'un sexe féminin, voire d'un sexe masculin. Donc voilà, toutes sortes de fantasmes qui se retrouvent en fait dans les rêveries de l'historienne de l'art à travers donc les connaissances qu'elle a en termes de tableaux. Voilà. Donc c'est aussi des jeux intéressants pour faire une introduction à l'histoire de l'art à travers donc des scènes un peu rigolotes de ce type. Ensuite, effectivement, dans la saison 4, il y a des choses assez intéressantes en termes de reconstitution, puisque notamment dans l'épisode 1, donc, la série invite Stéphane Bern. Alors apparemment, c'était une sorte de désir des scénaristes de le faire intervenir dans cette série. Et il va présenter notamment l'histoire de Van Gogh, et notamment de l'histoire donc de l'oreille coupée dans sa chambre à Arles. Et donc, pour cette occasion, les réalisateurs, scénaristes et décorateurs de la série ont reconstitué entièrement l'atelier de Van Gogh, donc à Arles, avec donc la chambre de l'artiste, la chambre jaune, hein, qu'on connaît notamment grâce à un tableau qu'il réalisera ensuite. Et donc, voilà, la victime de cet épisode se retrouve donc c'est un historien de l'art, il se retrouve dans la chambre de Vincent Van Gogh reconstituée. Dans cette même saison, on trouve donc l'épisode 2 qui effectivement là se déroule dans les coulisses du Moulin Rouge, donc le célèbre cabaret parisien, sur la butte Montmartre. Et ici, effectivement, les scénaristes se sont amusés à partir d'une œuvre d'art. Donc là, il s'agit de l'œuvre d'art de Henri de Toulouse-Lautrec au Moulin Rouge. Et donc, ils partent de cette œuvre pour être immergés dans cet univers et donc comprendre un crime qui a été commis donc, dans le présent, hein, dans notre présent, mais qui aurait un lien avec un crime qui aurait été commis donc, à cette époque au Moulin Rouge, celui donc, de May Milton,
Donc ça, c'est un crime qui a été aussi fantasmé, mais qui permet aux scénaristes de créer des dialogues entre l'époque passée et l'époque contemporaine. Et il y a quelque chose d'intéressant dans cette reconstitution au Moulin Rouge, puisque j'ai notamment écouté un chef opérateur et décorateur de la série, qui explique qu'ils se sont un peu trituré l'esprit en se disant mais comment on va pouvoir rendre compte de la lumière au Moulin Rouge à cette époque. Et finalement, il s'avérait que à cette époque venait d'être installée l'électricité dans ce cabaret. Donc, du coup, ils ont pu facilement reconstituer la lumière de manière authentique de l'époque. Élodie Lebeau, autre question, vous l'avez dit, c'est vraiment très très intéressant cette idée-là de mélanger finalement la fiction, l'histoire et l'histoire de l'art avec une présentation des tableaux. Ça permet aussi effectivement de diffuser auprès du grand public une certaine connaissance des tableaux, mais pour que ça marche et pour qu'on ne soit pas dans le documentaire finalement, il faut que les personnages aient des profils intéressants. Vous l'avez dit, il faut mêler à la fois l'intrigue et l'histoire de l'art. C'est ce que vous avez dit tout à l'heure en parlant, par exemple, des deux personnages principaux qui se retrouvaient mêlés à un tableau de Fragonard. Alors justement, qu'est-ce qu'on peut dire sur ces personnages? Parce qu'on voit que ce ne sont pas des personnages lisses, au contraire, et qu'à travers la série, on apprend aussi à les connaître, en particulier par rapport à leur histoire personnelle. Oui, tout à fait. Donc effectivement, je parlais de Florence Chassagne, on peut revenir un petit peu sur sa personnalité. C'est quelqu'un donc très plongé dans ses ouvrages, d'un peu tête en l'air, hein, on pourrait dire, qui se met souvent dans des situations un peu chaotiques, qui permettent aussi de créer effectivement l'effet comique de la série. Et effectivement, ce qui est intéressant, c'est que donc on la suit tout au long des saisons et elle réalise une psychothérapie donc avec une psychologue qui devient un psychologue à partir de la saison 4. Et donc, elle va réfléchir sur elle-même, sur son histoire personnelle, en même temps qu'elle réfléchit donc à la vie des artistes. Et donc, le dialogue qu'elle entame avec les artistes lui permet de se comprendre et de se connaître mieux. Par exemple, on voit donc toujours dans cet épisode sur le Moulin Rouge qu'elle va avoir un dialogue donc avec Toulouse-Lautrec qui va donc lui parler de son dépit amoureux qu'il a pu ressentir puisqu'il était amoureux d'une des danseuses de French Cancan, Jane Avril, donc qui ne lui retournera jamais son amour. Et donc, elle peut discuter avec lui de son fantasme aussi pour le capitaine Verlet. Ensuite, on voit donc le capitaine Verlet, donc lui qui, comme je l'ai dit au départ, n'y connaît rien en art. En fait, il a été sauvé un petit peu par son ami, qui est le commandant Pardo, donc de l'OCBC, et qui lui a permis en fait de trouver de se reconvertir en fait à l'OCBC puisqu'il avait été donc expulsé de la police judiciaire pour insubordination. Donc il travaillait à la crime auparavant, donc il se retrouve à trouver un nouveau métier donc plus spécifique aux biens culturels. Et en fait, tout au long de la série, on va comprendre pourquoi il fait un blocage à l'art. Lors d'un épisode sur Gustave Courbet, le criminel va lancer le capitaine Verlet, s'adresser directement à lui pour mener un jeu de piste. Donc, il va des buttes Chaumont à la colonne Vendôme, en passant par le musée d'Orsay, donc des lieux qui ont un rapport avec Gustave Courbet ou la Commune de Paris. Et tout ça, en fait, pour s'adresser à lui en particulier et lui faire rencontrer donc son père, qui est maître au barreau du tribunal de Versailles. Donc, on va voir dans cet épisode de la saison 2, c'est l'épisode 3 et 4, qu'on va comprendre en fait que le capitaine Verlet, qui est assez refermé sur lui, qui ne parle pas vraiment de lui, a en réalité vécu une enfance assez douloureuse, puisqu'il était maltraité par son père, peu aimé, son père ne pensait qu'à l'argent, et donc il a ressenti vraiment un sentiment de solitude étant enfant, de rejet de la figure paternelle.
Et il va finalement trouver comme consolation un ami imaginaire dans un tableau de Claude Monet, donc un tableau de 1875, Un coin d'appartement. Et il ne va pas, quand ses parents vont divorcer, à l'âge de quand il aura 9 ans, il ne va pas pouvoir récupérer ce tableau alors qu'il supplie son père de pouvoir le récupérer. Donc, on apprend au fur et à mesure des épisodes. Alors, je ne sais pas si on peut faire un peu de spoiler alert dans ce podcast, mais on va apprendre que c'est à travers l'écoute d'un album de The Devils. Bon, en fait, c'est un groupe qui n'existe pas, mais qui a été inventé pour la série et qui fait référence notamment à Deep Purple par rapport à la couverture du troisième album, donc Deep Purple de Deep Purple, qui reproduit une œuvre de Jérôme Bosch. Et donc, en fait, lorsque le capitaine Verlet va écouter à nouveau cet album, puisque là, je reviens un petit peu aussi sur ce qui s'est passé avant, pourquoi il en vient à réécouter cet album, c'est parce que Florence Chassagne, en fait, essaie de lui trouver un traitement d'art-thérapie pour essayer de comprendre pourquoi il est bloqué avec l'art. Donc, le commandant Pardo de l'OCBC est complètement exaspéré effectivement par le fait que le capitaine Verlet n'y connaisse rien, et donc il lui impose des cours d'histoire de l'art, des cours qui vont être au départ donnés par Pierre Chassagne, donc, qui est le père de Florence Chassagne, et qui, on le voit dans l'épisode 1 de la saison 1, en fait, a participé à l'élaboration d'un faux Léonard de Vinci. Et donc, il va être condamné à des travaux d'intérêt général. Et donc, il se trouve que ces 150 heures vont être dédiées à donner des cours d'histoire de l'art au capitaine Verlet. Donc, je reviens sur l'art-thérapie que propose ensuite Florence Chassagne, parce qu'on voit bien que les cours d'histoire de l'art ne conviennent pas au capitaine Verlet, il n'y comprend rien, il mélange les périodes entre elles, enfin, il y a vraiment un blocage. Et donc, lors d'un épisode sur Jérôme Bosch, Florence Chassagne regarde le Jardin des délices, donc de cet artiste, et puis le capitaine Verlet aperçoit cette image, donc cette reproduction sur sa tablette, donc la tablette de Florence Chassagne, et il lui dit: ah, mais ça je connais, c'était reproduit sur un album donc de The Devils. Et donc elle lui dit: bon, mais c'est bien, vous pouvez peut-être réécouter cet album pour voir ce que ça vous provoque. Et en fait, il se trouve qu'en écoutant donc cet album, le capitaine Verlet va avoir une apparition. Et il va avoir une apparition dans son bureau d'un petit enfant qui va, tout au long de cet épisode de la saison 2, lui parler, lui demander pourquoi il a abandonné, lui dire qu'il ne peut pas s'en défaire puisqu'il est dans sa tête. Et donc, le capitaine Verlet ne comprend pas ce qui se passe et veut absolument donc se défaire de cette apparition. Florence Chassagne en parle à sa psychologue qui lui dit qu'éventuellement il s'agirait de bouffées délirantes qui sont donc des épisodes de délire qui vont survenir chez une personne qui n'a pas forcément manifesté jusque-là de problèmes psychiques de ce type, mais qui peut avoir donc, à cause d'un choc, une hallucination sensorielle, voilà, entendre des voix, voir des personnes. Et donc, ce choc serait provoqué, on le comprend tout au long du déroulement de l'intrigue, par l'apparition de son père dans sa vie donc d'adulte, qu'il n'avait pas vu depuis qu'il était enfant et qu'il ne le reconnaît même pas lorsqu'il va l'aborder donc au tribunal. Donc, dans l'épisode sur Bosch, pour se défaire du petit enfant, celui-ci, donc, le petit enfant lui propose et lui demande pourquoi tu n'es pas allé chercher le carton que t'as préparé donc ton père pour toi avec des affaires à toi. Donc, il va se rendre chez son père, il ne va pas être là, il va défoncer la porte et il va donc
trouver dans le bureau donc ce carton où il n'y a pas de choses intéressantes pour lui, mais il va également trouver par terre un tableau qui est retourné. Et donc, il se trouve que c'est le tableau effectivement de Claude Monet, un coin d'appartement, où en fait on voit ce petit garçon qui est le fils donc de Claude Monet. Donc voilà, Verlet comprend enfin pourquoi il a cette apparition. Et c'est aussi une piste qui est donnée donc au spectateur pour comprendre pourquoi il a autant de blocages avec l'art. Effectivement, Chassagne ne comprend pas non plus parce que dans le cadre de l'enquête sur le crime lié à Gustave Courbet, donc un épisode avant, elle va donc venir dans l'appartement du père de Verlet, qui est le maître Toussaint. Et elle va voir dans cet appartement énormément de reproductions d'œuvres. Donc, elle ne comprend pas pourquoi Verlet a un blocage à l'art, puisqu'il a été immergé jusqu'à ses 9 ans dans un milieu entouré de copies d'œuvres d'art. Donc voilà, Antoine Verlet va avoir l'apparition, en fait, lorsqu'il tient le tableau entre ses mains, la copie du tableau, du petit enfant dans l'entrebâillement de la porte de chez son père. Et d'ailleurs, les scénaristes, les réalisateurs plutôt, ont bien reproduit, tout en respectant bien sûr la singularité de l'appartement dans lequel ils ont tourné, cette composition vraiment de l'enfant dans l'entrebâillement, même si dans le tableau de Monet, on voit bien sûr la mère, Camille, qui donc est morte quelques années après. Et là, bien sûr, il n'y a pas de présence féminine dans cette reconstitution. Donc, Chassagne arrive à ce moment-là, donc ça va être la fin de la saison 2, et Verlet lui demande « Vous le voyez aussi ?» Et en fait, elle aussi voit le petit enfant. Donc là, on voit qu'il y a vraiment quelque chose qui, est bien sûr, c'est de l'ordre de la fiction, mais qui lie ces deux personnages de manière peut-être bien plus profonde que ce qu'on pouvait imaginer. Donc, quelques épisodes plus tôt, on sait aussi à travers la psychothérapie que réalise Florence Chassagne, qu'elle aussi, donc, elle a eu un traumatisme étant enfant, puisque sa mère est décédée dans un accident de voiture. Et donc, les policiers viennent rendre compte de cette mort à son père. Donc, elle ouvre elle aussi la porte pour entendre en fait les policiers annoncer ça à son père. Pour se protéger en tant qu'enfant, on ne voit pas d'émotion surgir. On pense qu'elle engouffre vraiment cette émotion négative en elle. Et elle va s'asseoir face au même tableau, en fait. C'est la même copie, enfin, une autre copie, bien sûr, d'un coin d'appartement de Monet. Et donc là, on comprend effectivement que peut-être les deux personnages ont eu le même ami imaginaire. Donc là, elle commence à parler à ce petit enfant, elle lui demande comment il s'appelle. Et en fait, ce n'est pas l'enfant qui va lui apparaître ici comme il apparaît au Capitaine Verlet, mais c'est le peintre Claude Monet qui lui parle et qui lui dit effectivement que quand elle est seule, il faut pas, elle pourra toujours compter sur les peintres pour venir l'accompagner et discuter avec elle. Donc, on sait que Florence Chassagne, c'est la fille d'un historien de l'art très connu qui est censé être spécialisé dans l'œuvre de Léonard de Vinci et notamment sur les codex de Léonard de Vinci et tous les feuillets écrits. Et sa mère, donc, était une archéologue très connue aussi dans cet univers de la série. Et elle apparaît notamment en flashback lors d'un épisode sur l'Égypte antique. On comprend à partir de ce moment-là pourquoi les peintres apparaissent dès la saison 1 à cette historienne de l'art. Donc voilà, tout se dénoue finalement au fur et à mesure de l'avancée de la série. Au final, Élodie Lebeau, l'art du crime, vous nous avez présenté tout au long de cette émission une série atypique, une série qui mêle à la fois enquête policière dans le milieu de l'art, où les tableaux sont à la fois un prétexte, mais aussi une part entière de l'intrigue. C'est très intéressant. Qu'est-ce qu'on, les auditeurs, selon vous, qu'est-ce qu'on peut retenir en conclusion de cette série ?
Oui, alors vraiment, moi, ce qui m'a beaucoup marqué, et je pense que c'est ce qui fait le succès de cette série, première diffusion sur France 2, puisque c'est une série qui est diffusée sur France 2, 5 millions de téléspectateurs. Donc, on voit vraiment qu'il y a en plus une fidélité tout au long des diffusions sur France Télévisions. Et même lors des rediffusions. Donc, ça montre vraiment le goût le goût et l'accueil positif du public. Donc moi, ce que je pense qui est intéressant, c'est que vraiment, c'est une série donc inédite, vraiment, puisque elle parle vraiment du monde de l'art, de l'histoire de l'art, tout en ayant une certaine rigueur tout de même sur les faits qu'elle relate. Donc c'est bien sûr, il y a des erreurs. On pourra y revenir peut-être. Il y a des erreurs parfois de chronologie pour vraiment voilà, nourrir aussi le récit fictif. Mais il y a une vraie représentativité, enfin comment dire, un vrai goût du public pour cette série, puisque ce n'est pas une série érudite. Ce n'est pas comme s'ils allaient donc regarder un documentaire sur l'histoire de l'art, mais au contraire, donc, ils reprennent un format habituel, donc, qui est l'enquête policière, avec donc de l'humour et de l'histoire de l'art. Et c'est ça qui est très intéressant parce que, à mon avis, les téléspectateurs qui ne connaissent pas forcément grand-chose à l'art vont se sentir très rapidement identifiés en fait peut-être à Antoine Verlet qui n'y connaît pas grand-chose. Et donc, par exemple, si on reprend la première scène du premier épisode de la première saison, c'est très intéressant puisque on est immergé dans le Palais de Tokyo, donc le musée d'art moderne qui est situé à Paris. Et donc, on voit un gros plan sur Capitaine Verlet qui est donc assis en mission devant une œuvre abstraite, un cercle rouge sur fond blanc, et donc le commandant Pardo là dans une oreillette en lui disant c'est bon, tu es prêt. Donc le capitaine Verlet dit oui, la personne qui va faire l'attentat contre l'œuvre d'art arrive. Il se trouve que la personne qui va donc essayer de faire un attentat contre une œuvre, en fait, va s'attaquer à une autre œuvre qui est un cercle blanc sur fond rouge. Et donc, le commandant Pardo se moque, est assez énervé en fait au départ contre le capitaine Verlet parce qu'il s'est trompé d'œuvre. On voit qu'il y a aussi des lieux communs sur l'accueil et la réception de l'art contemporain dans le grand public qu'on peut retrouver en fait à travers les commentaires du capitaine Verlet. Par exemple, quand il parle de croûte en disant oui, mais en même temps, on n'y comprend rien à l'art abstrait, etc., etc. Et donc, effectivement, dès la première scène, les téléspectateurs vont se dire ah ok, bon là je parle pas de tous les téléspectateurs bien sûr, mais beaucoup qui pensent la même chose vont se dire ah ok, là on n'essaie pas de nous juger peut-être, mais on essaie de comprendre aussi pourquoi l'art abstrait, l'art contemporain n'est pas quelque chose qu'on comprend et qu'on apprécie forcément. Et donc moi je pense que ça c'est vraiment un apport de la série et c'est ce qui permet aussi de fidéliser vraiment les téléspectateurs. Ensuite, effectivement, il y a toute la dimension autour de la culture générale et de toutes les informations que va donner Florent Chassagne donc, sur l'œuvre d'un artiste, en particulier donc, dans chaque épisode, mais plus généralement, on le disait tout à l'heure avec la question des copies et des faux, sur les mondes de l'art en général. Et donc, on apprend beaucoup, par exemple, sur la vie des artistes. Par exemple, on peut parler de Claude Monet. Donc, on comprend durant tout l'épisode que la mort donc, de la femme du copiste est liée aussi à la mort précoce de Camille Monet, donc la femme de Monet, sa première femme.
et que effectivement celle-ci a laissé donc son fils Jean, donc orphelin d'une mère très jeune, ce qui permet aussi de rattacher finalement l'histoire de l'enfant de Monet à l'histoire personnelle à la fois de Chassagne et de Verlet. Donc à travers des dialogues qui se tissent entre ces différentes trajectoires de vie passées et présentes, on voit vraiment des biais pour pouvoir parler de l'histoire de l'art. Il y a des choses aussi très intéressantes qui parlent vraiment de tous les mystères qui ne sont pas encore résolus en histoire de l'art. Par exemple, dans l'épisode sur Jérôme Bosch, on apprend que effectivement la Nef des Fous, qui est exposée au musée du Louvre, appartenait à un triptyque plus grand. Donc aujourd'hui, les historiens de l'art ont identifié ce triptyque. Il s'agit du triptyque du Vagabond ou triptyque du Pèlerinage de la vie, réalisé donc entre 1500 et 1510 sur panneaux de chêne. Et donc, grâce à toute l'intrigue qui va être menée, on comprend comment ce triptyque a été dilapidé, éparpillé, tout au long des époques. Donc, il y a donc le panneau La mort de l'avare, qui appartient donc au panneau de droite du triptyque disparu, qui est conservé à Washington, à la National Gallery of Art. Et il y a également donc l'allégorie de la débauche et du plaisir, qui en fait c'est un morceau du panneau de gauche, qui est conservé au Louvre, la Nef des Fous, ce morceau est conservé donc à la Yale University Art Gallery. Donc ça c'est très intéressant aussi parce que vraiment le spectateur peut comprendre quels sont les mystères de l'histoire de l'art. Et donc le panneau central de ce triptyque, qui est faussement intitulé le triptyque des 7 péchés capitaux dans la série, en fait donc apparaît dans le cadre de l'intrigue. Bien sûr, les scénaristes et les réalisateurs ont trouvé une manière de ne pas avoir à reproduire le triptyque disparu parce qu'on ne sait pas l'apparence qu'il peut avoir. Et donc, il est empaqueté dans un paquet et finalement va être mis au feu par le criminel de l'épisode en question. Voilà, donc c'est intéressant. On voit aussi que, donc si on fait quelques recherches, que les revers de ce triptyque sont conservés à Rotterdam. Aujourd'hui, on sait que c'est donc le Vagabond ou le coporteur, qui est conservé aujourd'hui au musée Boynans van Beuningen, je ne sais pas comment on prononce en hollandais. Voilà, donc plein d'informations sur l'histoire de l'art, sur les mystères de l'histoire de l'art, sur aussi tous les fantasmes fictifs que cette histoire de l'art peut provoquer aujourd'hui dans le présent, qui permettent vraiment de satisfaire la curiosité et donc la fidélité du public. Élodie Lebeau, merci beaucoup pour la présentation de cette émission sur la série L'Art du crime. Donc, série, vous l'avez dit, quelque part atypique, mais vous nous avez donné à la fois envie de regarder avec ce regard très intéressant de votre part d'historienne de l'art. Alors, vous avez fourni, comme tous les intervenants et intervenantes, une petite bibliographie indicative qui permettra peut-être aux auditeurs qui voudraient aller plus loin, soit de se familiariser avec l'histoire de l'art, soit de peut-être combler quelques lacunes que tout le monde peut avoir, comme vous l'avez dit, sur certains tableaux ou sur certaines choses que l'on voit dans la série. Alors, vous retrouvez le résumé de l'émission ainsi que les liens pour aller l'écouter sur les grandes plateformes de podcast sur notre partenaire nonfiction.fr. Merci beaucoup, Élodie, et peut-être à bientôt pour une nouvelle émission sur Histoire de l'art et série. Merci, Nicolas. Peut-être à bientôt, oui.
Retrouvez-nous sur Twitter @Histoire en série pour connaître le programme à venir ainsi que des conseils bibliographiques. Travel launches to clear. Such a beautiful planet populated by a stranger.